Et moi, je suis arrivé avec l'expérience des autres plus tard. Et donc, je connaissais, quoi. J'étais pas dans l'idéalisation. J'ai été, comme beaucoup, gauchiste dans les années, quand j'avais 18 ans. Et d'ailleurs, je me suis fâché avec mes copains, justement, les copains gauchistes de l'époque, y compris des juifs, parce que j'étais sioniste en même temps. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour une Alias Story comme vous les aimez, un personnage haut et en couleur. Si vous suivez les émissions de Studio Calida, vous l'avez probablement déjà aperçu. Il s'appelle Michel Gad Volkovitch. Il est avec nous, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Michel. Bonjour Cathy, et puis bonjour Eliana aussi. Merci de Eh m'inviter. ben voilà, elle va être contente en regardant l'émission, forcément. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va quand même essayer de résumer un petit peu votre personnalité, en tout cas dire que vous êtes psychanalyste et président de Chibolette Actualité Freud et que vous êtes en Israël, en tout cas officiellement, depuis 2014. Alors, c'est une alia qui s'est faite par étapes. Écoutez, ça s'est fait pratiquement constamment quand même, à savoir que je peux dire que je suis né sioniste. C'est une affaire transgénérationnelle. Mes parents sont nés en Pologne, comme beaucoup de parents de nos auditeurs, j'imagine, un certain nombre. Mon père était déjà sioniste. Vous connaissez la blague, vous savez, un juif va du shtetl à Varsovie et quand il revient au shtetl, ses copains lui demandent alors comment sont les juifs à Varsovie? Et il répond, il y a toutes sortes. Il y a des chassidiques, des capitalistes, des communistes, des bundistes, des sionistes. Et à la fin, il dit, c'était le même. Donc mon père était à la fois chassidique dans une ville orthodoxe à Tomaszów Mazowiecki près de Lodz, et en même temps il était déjà sioniste au Bétar. Il a été très marqué par sa rencontre avec Jabotinsky Ah à bah oui, l'époque. bah j'imagine il a dû vous la raconter de long en large et en travers, cette rencontre. Entre autres, oui, entre autres. Qu'est-ce qui Et s'est il me passé pendant racontait. cette rencontre? Enfin, c'était une rencontre, il l'a entendu parler parce qu'il était très jeune, lui, évidemment. D'accord. Mais son discours l'a beaucoup marqué. Et il avait entendu Jabotinsky dire aux Juifs, il faut partir. Mais malheureusement, ils n'avaient pas les moyens de partir et où aller. Mais il avait effectivement dit aux Juifs de partir et il les encourageait à aller en Palestine à l'époque. Alors c'est Bon, cette phrase-là qu'il a entendue quand il était jeune qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? écoutez, en tout cas, c'est la transmission de mes parents. Je veux dire, ils sont venus en France avant la guerre. Et puis, moi, j'ai reçu, on pourrait dire, une culture qui était mise à l'admiration des Lumières, parce que le rêve de mon père, quand il est venu de Pologne, c'était d'aller à la Sorbonne. La première chose qu'il a faite, sans savoir le français, c'est d'écouter un cours à la Sorbonne. Et puis, effectivement, le rêve juif, et donc il était au Bétard, il s'est battu, il s'est engagé dans l'armée française pour se battre contre les nazis. Et puis après, bon, la Shoah, le prisonnier déporté, ma mère cachée, enfin bon, comme beaucoup, ils ont vécu ces horreurs. Et quand je suis né après la guerre, dans les années 50, effectivement, j'étais baigné dans ces cultures-là, et notamment dans le sionisme. Et mon père m'a mis, alors non pas au Beta, mais il m'a mis au Dror. C'est un mouvement chaloutzik, sioniste, socialiste, dont le rêve était qu'on monte au kibbutz. Et donc, j'ai connu le kibbutz assez jeune avec mes chavérim. Alors Les justement, moi ce qui m'intéresse, c'est comment finalement, après avoir fait carrière en France, avez construit votre vie en France, vous décidez un beau jour de 2014 de faire votre alia. Écoutez, c'est pas brusque quand même. C'est une idée que j'ai toujours eue et que ma femme aussi a toujours eue. Ça fait partie de notre rencontre. Donc j'étais au mouvement, j'étais au kibbutz. En 73, il y a eu la guerre de Kippour. J'étais dans ce kibbutz à Mishmar Negev avec mes copains. On a été volontaires, donc on a participé comme on pouvait à la guerre de Kippour. Et puis après, moi, j'étais dans mes études de médecine, de psychopathologie, etc., etc. Et donc, j'ai toujours pensé partir en Israël. Et puis, avec ma femme, on a failli plusieurs fois partir et il y a eu des problèmes d'équivalence, comme beaucoup de médecins, de dentistes ont rencontré, notamment quand les Russes sont arrivés en masse. Il y a eu un renforcement des mesures où il fallait repasser des diplômes. Ma femme aurait dû repasser tout son dentiste et orthodontie. Donc, moi, j'avais déjà ma carrière qui était déjà assez bien installée ici. Donc, on a décidé, les enfants étaient petits, de rester en France, mais on était toujours en Israël très souvent, très longtemps, tous les ans. Et moi, j'ai commencé à faire
comme vous le savez, avec Shibboleth Actualité de Freud, mais avant même sa formation, des rencontres entre universitaires, entre la France et Israël. C'était ma façon de m'y inscrire, pas seulement en prévision de la retraite, mais d'y être actif. Et donc, depuis quand même de longues années, je travaille à la fois en Israël et en France de façon universitaire. Et je pense que nos rencontres, justement, sont maintenant assez fortement reconnues Bien et installées. sûr. Alors, Donc, à un moment, effectivement, on a officialisé ça, on pourrait dire, en 2014. J'allais dire, l'officialisation s'est faite par l'intermédiaire de notre fille, Sharon, ok. qui a décidé d'aller s'installer, de faire son volontariat, de commencer ses études. Là-bas, elle a passé les tests, vous savez, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Et puis, elle a décidé de faire l'armée. Et là, on s'est dit quand même, d'habitude, c'est les parents qui transmettent. Et là, c'est aussi nos enfants. C'est- Et Vous n'êtes c'est pas le une seul, hein, vous transmission n'êtes pas le seul réciproque. dans ce cas-là. Il y en a C'est beaucoup une pour qui c'est transmission comme ça. réciproque. Voilà, et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage. Elle a réalisé, au fond, notre rêve. Et finalement, on l'a objectivé, on l'a objectalisé après son mouvement. Voilà. Mais on lui a, voilà. C'est une transmission C'est réciproque grâce à elle depuis que que je vous suis êtes là, né en gros. et depuis qu'elle est née. Et depuis qu'elle est née. Voilà. Ouais, en gros, c'est à elle que vous devez votre alia, quoi, si je comprends bien. Oui, Concrètement. on a dit, Alors, elle doit aussi à nous, donc c'est réciproque. Alors justement, Michel, vous avez parlé, on va dire, de l'Israël fantasmé, transmis par votre père, aussi de ce que vous avez, du sionisme auquel vous avez été nourri. Mais une fois qu'on arrive ici, qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à Israël? Qu'est-ce que vous aimez dans cette société? Écoutez, d'abord, j'ai eu la chance de ne pas idéaliser Israël Ok, jeune. J'étais dans ce mouvement du Dror où j'avais 2 ans de moins que mes camarades de la Plouga Gilboa. Et quand eux sont partis en Israël au kibbutz, où ils étaient quand même très formatés, on était très idéologisés, très formatés, et j'allais dire plus pour le kibbutz que pour Israël lui-même, ce qui fait que, évidemment, ils ont eu des désillusions, des désidéalisations qui ont été difficiles à 18 ans alors qu'ils avaient tout quitté. Pour beaucoup, ils ont eu du mal à s'adapter à Israël en général, au pays. Et moi, je suis arrivé avec l'expérience des autres plus tard. Et donc, je connaissais, quoi. J'étais pas dans l'idéalisation. J'ai été, comme beaucoup, gauchiste dans les années, quand j'avais 18 ans. Et d'ailleurs, je me suis fâché avec mes copains, justement, les copains gauchistes de l'époque, y compris des juifs, parce que j'étais sioniste en même temps. Et on voit ce qu'il en est maintenant aujourd'hui, de ce clivage-là. Donc, j'ai fréquenté Israël assidûment depuis des années, sans être dans l'idéalisation, mais avec l'amour d'Israël et avec la certitude que c'était chez nous et qu'on avait une mission à y assumer, c'est-à-dire d'élever ce pays, d'élever notre peuple, d'en prendre la responsabilité à tout point de vue, chacun avec ses moyens, etc. Donc, je crois que j'ai eu la chance d'éviter un deuil de l'idéal et j'aime ce pays, j'aime sa vie, j'aime l'appétence à la vie, ce choix de la vie qui est constant dans tous les milieux, malgré ou à cause, en tout cas, dépassant les problèmes de la réalité qui sont quand même assez nombreux et qu'on ne peut pas nier, externes, internes, etc. bien Donc, sûr. voilà, voilà, c'est une expérience singulière, en tout cas. Hein, je crois que je suis un peu réaliste, finalement. Mon fils ne dirait pas ça. Il pense que je suis un peu utopique et que je continue à jouer du violon sur les toits. Mais... et un petit peu, il le faut, hein, il faut continuer à rêver. Mais écoutez, je crois être assez lucide sur les problèmes, sur les difficultés, Alors à nous de les résoudre, justement, à nous de les résoudre. puisque vous parlez des problèmes, des difficultés, alors vous avez créé avec Chibolette Actualité Freud un endroit où on peut débattre, on échange, vraiment c'est un lieu d'échange sur tous les sujets de société. Alors bien sûr Oui, c'était en France, mais vous avez aussi importé ça ici. oui. Quand vous voyez la société israélienne un peu morcelée, un peu, Oui. enfin certaines parties en guerre les uns contre les autres, vous n'avez pas envie d'apporter encore plus à ce débat d'idées, en hébreu peut-être? Alors oui, vous avez absolument raison. Pour l'instant, alors, Shibboleth est maintenant bien installé en Israël. Il y a une association israélienne, pas seulement française, qui s'appelle Shibboleth Présence de Freud. Et on y fait des colloques. Et là, on fait, grâce au Zoom, j'allais dire, on a beaucoup de monde, mais qui reste francophone. Hein. On a des rencontres internationales, françaises, israéliennes et bien d'autres, d'Afrique du Sud, des États-Unis.
Mais c'est vrai qu'on cherche le moyen et des moyens financiers aussi, parce qu'il faut, pour élargir les intervenants et pour élargir, pour approfondir, on pourrait dire, notre souhait d'enseigner, d'apporter, mais aussi de comprendre, d'apprendre et de débattre avec les citoyens israéliens non francophones. Voilà, on cherche les moyens de le faire, à tout financier, les réseaux, des accords peut-être avec les universités, enfin, etc. C'est absolument indispensable et c'est important pour les francophones qui vivent en Israël et pour d'autres qui ne vivent pas comment dire, en autarcie comme certains le font, hein. Mais effectivement, on a envie Ah, de, de, comment on peut de faire participer au justement? paysage intellectuel, Voilà, culturel, politique, absolument, c'est c'est ça. important. C'est important de donner, on dit toujours, la voix française, voilà, de la façon de réfléchir. Il y a certains qui disent que c'est un peu différent des autres. Et c'est ça que vous voulez. Et puis une voix juive, c'est-à-dire une voix Bien sûr. juive qui est plurielle. Je suis en train d'organiser, j'y pense depuis longtemps, avec justement, en invitant des représentants un peu de toutes les communautés intellectuelles, culturelles, religieuses, non religieuses, etc., etc., sur la question qu'est-ce qu'un juif? Comment se construit un juif? Qui est juif? Et c'est vrai que vous avez raison, c'est inquiétant de voir tous ces clivages qui sont des clivages avec de la haine, on le voit, avec de la haine, avec de l'incompréhension. C'est le cas C'est aussi pas en une France, hein. méconnaissance, d'après vous, justement, de ces différents groupes qui vivent ensemble. C'est pas l'ignorance qui fait qu'il y a de la haine? Je ne sais pas si c'est l'ignorant. Je crois qu'on voit dans le monde entier ces replis identitaires qui sont ces revendications un peu victimaires, ces concurrences victimaires, où on existe par l'affirmation d'une identité pleine et qui passe par la concurrence avec les autres. On le voit en France, on le voit aux États-Unis de façon dramatique, et il n'y a pas de raison qu'on ne le voit pas en En Israël Israël. aussi, Mhm. malheureusement, hein. Et je pense que c'est pas seulement de l'ignorance, mais je pense qu'il y a des peurs, des paniques. Les gens ont du mal à se trouver exister, à s'ouvrir et à être dans la réciprocité Alors, d'apprendre, comment vous faites? d'apprendre Alors, des autres, on, hein. on imagine, on comprend et on est sûr, on compte sur vous d'ailleurs pour creuser voilà, tous ces thèmes qui vont énormément apporter à la société israélienne. Vous, comment vous faites au quotidien par rapport à la langue, par rapport à l'hébreu? Comment vous avez décidé de vivre ici? Est-ce que vous allez accepter peut-être de ne pas maîtriser la langue? Est-ce que vous allez Ouais. approfondir? Vous faites comment? Je vous pose la question parce que vous êtes encore un peu nouvel immigrant. Vous avez raison. Alors, je dois vous confier, je ne peux pas le cacher parce que mes proches le savent, je suis absolument nul en langue. J'ai une névrose qui date depuis que je suis petit, hein. Ouais. Mon père disait qu'il parlait 17 langues en yiddish. Alors moi, je ne parle pas 17 langues en yiddish, mais je parle plein de langues mal. L'hébreu en fait partie. Je crois que ça fait partie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on m'a mis en allemand, on m'a mis en classe d'allemand parce que les bons élèves faisaient allemand à mon époque. Eh ben, je pouvais pas parler, je pouvais comprendre l'allemand, je pouvais l'écrire, mais je pouvais pas avoir l'accent allemand. Vous imaginez pourquoi? Ouais. Et mes parents étaient d'ailleurs mortifiés de devoir me mettre en allemand parce voilà, il fallait que je sois un bon élève en même temps. Bon, bah maintenant, J'ai eu vous la allez. chance d'avoir un prof d'allemand qui a très bien compris ça et qui m'a laissé parler allemand, moitié en français, moitié en yiddish, moitié tout ce que vous voulez. Bon, voilà, ma névrose fait que je parle mal les langues, mais que j'en comprends et que j'ai. L'hébreu ne fait pas exception. Je parle mal l'hébreu. Je me promets toujours de l'apprendre mieux, etc. Mais bon, je suis occupé, c'est ce prétexte-là, mais je pense que ça parle d'autre chose. Et je me suis toujours dit, bah, quand je serai obligé, je m'y approfondirai totalement. Mais Alors, voilà, je je, pense que je suis. Voilà, c'est mes inhibitions, là, là, vous faites ma psychanalyse, là, moi. Ça change. Alors Mais il faut le justement, faire, il faut absolument le mais faire. oui, mais Il faut absolument. justement, je m'adresse aux psychanalystes parce qu'il y a beaucoup de de nouveaux immigrants Oui, qui oui, viennent en Israël et qui, comme vous, ont un blocage avec la langue et puis qui disent, bah, c'est soit je m'angoisse et je vis avec des angoisses existentielles tout le temps, soit j'accepte de vivre entre francophones et
puis de me débrouiller. J'arrive à travailler parce que voilà, je travaille en anglais, je travaille dans d'autres langues. Bon, c'est pas un exemple à suivre, mais c'est quand même, aujourd'hui, on est nombreux en Israël, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et puis, je me débrouille avec ça. J'ai pas d'angoisse existentielle, mais je parle pas bien l'hébreu. C'est grave, Voilà. docteur, ou pas? Non, c'est De pas. penser Écoutez, comme ça. tant qu'on peut se débrouiller et que ça, on vit avec nos frustrations. Moi, des fois, je suis frustré effectivement de ne pas pouvoir participer de façon plus profonde, avec un langage plus précis, à des conversations quand on est contre Israéliens et contre Israéliens qui ne sont pas que francophones. Bon, je fais avec mes frustrations et je progresse quand même. Mais voilà, je crois qu'il faut essayer de s'adapter au mieux. Et c'est vrai qu'on se débrouille, quoi. On se débrouille plutôt bien, chacun plus ou moins. Ok. Voilà, sans se replier effectivement sur une seule communauté, comme je le disais tout à l'heure. Euh, mais bon, mais c'est important. C'est important d'essayer de s'y mettre davantage. Alors, quel est votre plus joli souvenir, Michel, depuis que vous êtes là? Ah, depuis que je suis là, euh, écoutez, je crois que la chose la plus émouvante, c'est de voir ma fille, à l'armée quand elle a été, quand il y a eu la cérémonie de son introduction à l'armée. C'était vraiment très émouvant, quoi. C'était très émouvant. Euh, voilà, c'est un rêve transgénérationnel, comme je le disais. Si mes parents avaient été là, ils auraient été heureux. Et puis, un autre souvenir, et j'étais en Israël à ce moment-là, c'est quand les avions de Tsahal ont survolé Auschwitz pour la première fois. Ouais. Lors d'une journée, ça a été une émotion extraordinaire. Voilà ce qui me vient immédiatement, Cathy. Hein, il y en a Il y en a beaucoup. plein Hein. d'autres, j'imagine, mais ceux-là, c'est ceux qu'on garde au chaud dans son cœur, j'imagine, et qui ne vous lâchent Oui, pas. Ouais, je comprends très bien. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Il y en a beaucoup qui vont s'identifier à ce que vous vous racontez. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Michel? Puisque apparemment, 2014, c'était l'ALIA plutôt officielle, mais là, vous êtes là depuis un an à peu près, même un peu moins. alors alors je fais beaucoup d'allers-retours puisque je Ouais, travaille toujours à Paris, universitairement. J'ai encore ma petite boutique que j'ai du mal mon petit atelier de psychanalyse que j'ai du mal à quitter complètement parce que voilà, c'est comme ça. J'ai mes patients que j'aime, j'ai mes supervisions, etc. Donc je suis pas complètement en Israël tout le temps. Mais là, quand j'y suis pas depuis un mois, là, ce qui est le cas et que j'ai du mal à avoir un vol pour rentrer, ouais, oui, parce que euh, l'aéroport est fermé, bien sûr. l'aéroport, là, ça fait quand même très long. Ça fait très long. Donc, j'ai hâte de pouvoir y retourner. Écoutez, ça me manque, évidemment. Ma femme, mes amis, mes enfants, évidemment, me manquent beaucoup. Et puis être là-bas, quoi. Être là-bas. À Paris, enfin, je sais pas ce qu'on vous dit par ailleurs, mais l'ambiance est quand même très déprimante, et pas seulement à cause du Covid, mais le Covid révèle encore des choses compliquées, des problèmes, voilà, de toutes sortes. Bien sûr, bien Ouais, sûr, c'est ça a été un difficile, révélateur pour toutes les sociétés. etc. Voilà, alors en Israël, au moins, on a le sort de notre destin en partie dans nos mains. Et je crois qu'il faut que tout le monde puisse mesurer quand même cette importance-là, cette responsabilité aussi là. Mhm. Vous avez envie de dire quelque chose à ceux qui, comme vous, ont fait carrière en France, avaient un rêve en tête de venir un jour, et puis finalement, voilà, ils se sont fait rattraper par la vie et les valises ne Ouais. sont toujours pas prêtes. Vous avez envie de leur dire quelque chose? C'est pas si Écoutez, difficile, c'est je crois difficile. qu'il y a un moment, il faut essayer de réaliser ses rêves, et c'est ce qu'on transmet à nos enfants aussi. Non, on transmet nos rêves après à eux d'en faire ce qu'ils ont envie d'en faire et ce qu'ils peuvent en faire. Mais c'est important qu'ils puissent s'appuyer sur les désirs et les rêves des parents, encore une fois, pour les suivre, pour les transformer, pour s'y opposer. Et à un moment, il faut essayer de les réaliser, quoi. Hein, je crois que c'est quand on en a la possibilité. C'est pour ça que c'est pas toujours simple pour tout le monde. Je crois qu'il surtout que les gens doivent savoir que voilà que la vie n'est pas forcément facile, hein, mais elle n'est pas plus difficile qu'ailleurs, mais simplement il faut le savoir. Il faut savoir que tout n'est pas idéal et c'est normal, que tout n'est pas donné et c'est aussi normal, Ouais, la hein, vie est chère en Israël. obligatoire. Et je crois qu'il Mhm. faut avoir cette idée en tête, quoi, que voilà, ça va pas tout résoudre, ça va pas résoudre tous les problèmes personnels, ça va pas tout Mais c'est résoudre les faisable. conflits, etc. C'est plus facile que ce qu'on imaginait au début ou pas? Une fois qu'on a passé le pas.
Écoutez, je peux pas me prendre pour exemple. Moi, j'ai pas eu de problème du tout. Ça n'a pas D'accord. été Mais ce c'est que tu me important de dis. le dire, c'est important de le dire. Voilà, je veux dire, moi, j'ai intégré cette idée d'être ici, de vivre ici et pour ici. Et donc, voilà, j'ai les problèmes normaux que chacun puisse avoir, et y compris les miens, mes problèmes névrotiques, comme je disais tout à l'heure, on fait avec. Et, mais voilà, je veux dire, la vie, c'est chacun qui l'a fait partout où on est. Il n'y a rien d'extérieur qui va tout résoudre. Il n'y a rien d'extérieur, en tout cas en Israël, qui va empêcher quoi que ce soit qui ne dépendent pas en partie aussi de nous et des nôtres. Donc oui, bien sûr qu'il faut y aller, c'est important. Si on aime Israël, si c'est important, il faut il faut y vivre, il faut y participer. Je crois qu'on a quelque chose à apporter. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait un séminaire avec le film d'Antoine Mercier qui s'appelait Alia de Ouais, Juifs à Hébreux. tout à Il fait. interviewait il interviewait des jeunes et des moins jeunes euh, émigrants, Olim, et c'était très émouvant, quoi. Voilà, il faut du courage, mais je veux dire, c'est pas héroïque non plus, hein. Hein, c'est pas, il faut être un C'est héros. faisable C'est-à-dire, en fait. il faut prendre des grandes décisions, c'est des grandes décisions, mais bon, je veux dire, je crois que chacun en préparant ça, je dirais, et je crois que Kalita, par exemple, au niveau Ouais, on des essaie. diplômes, au niveau du travail, aide, et il y a beaucoup d'autres associations qui aident maintenant. Ça n'est pas comme il y a 20 ou 30 ans où c'était plus compliqué, hein, ne serait-ce, comme je vous le disais, pour l'équivalence des Ouais, diplômes, aujourd'hui, les choses ont quand même changé. De nombreux quand même francophones sont changé. arrivés. Donc, bien Ouais. sûr, il ne faut pas avoir peur. Et puis, si on a un peu peur, c'est un peu normal, mais voilà, être un homme, c'est dépasser ses peurs, en tout cas faire avec. C'est pas ne pas en avoir. Hein. Ben, on va finir avec cette jolie phrase. Merci beaucoup, Michel Gad-Volkovitch, d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur votre page Facebook où vous postez, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, vos conférences Zoom, vos ateliers. Il y a plein de choses passionnantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en vrai cette fois. Merci à vous. Shalom à tous. Shalom, bye bye. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.